Gérer efficacement et de manière efficiente son revenu est pour soi-même un challenge. Il relève l'ordre de grands défis s'il s'agit d'un couple qui plus est africain où les valeurs culturelles et les normes sociales jouent un rôle important. Dans de telles sociétés où la solidarité familiale est profondément enracinée et les obligations envers les parents et les membres élargis de la famille sont prioritaires, cela peut entraîner des tensions financières au sein du couple car il peut être difficile de trouver un équilibre entre les responsabilités familiales, responsabilités parentales et les besoins individuels. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce numéro de Tribune de femmes se propose d'aborder comme thème la gestion du budget dans le couple. Et pour le faire, j'ai sur ce plateau un sociologue de développement, Dr Fignon Fadonougo. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, c'est un plaisir. Également une juriste spécialiste des questions de mariage et de la famille, madame Ariane Haïté Assavedo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous êtes également la présidente de l'ONG AYAM, Je suis. Ouais. Elle œuvre déjà pour la promotion et le respect des droits de la femme, l'épanouissement de la femme. Ça, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, tout de suite, la première rubrique de cette émission, parlons-en. Pour entrer dans le vif du sujet, clarifions les concepts. Je vais commencer par vous, docteur. Dites-nous, c'est quoi couple, qu'entendons par un couple, et aussi comment peut-on comprendre le mot budget? Ok, d'accord, merci beaucoup madame. Un couple, c'est deux personnes de sexe opposé qui sont liées par les lignes du mariage. Tout simplement. Tout simplement. Alors je reviendrai. Il y a eu un gros mot qui est sorti, le mariage. C'est vraiment important par rapport à tout ce qui sera dit. Donc je reviendrai plus tard pour qu'on puisse essayer de décortiquer et voir toutes les implications que ça a. Deux personnes de sexe opposé, j'insiste très bien, liées par les lignes du mariage. S'ils sont connus de leurs deux familles respectives, qu'ils ont fait les formalités au niveau traditionnel, on peut les considérer pour ce débat que nous voulons faire comme couple. S'ils ont des enfants, s'ils vivent tout simplement ensemble. Voilà. Donc le fait qu'on les qualifie de concubins ou autres, c'est une autre catégorisation qui, pour moi, n'est pas très utile pour le débat qu'on va faire. Alors, madame Assavedo, qu'est-ce que vous avez apporté à cette définition? Selon vous, comment peut-on définir le mot couple? Oui, alors, le couple, c'est deux personnes, justement, dans notre contexte de sexe opposé, qui sont unies par le lien du mariage. Et le lien du mariage, ce peut être devant l'officier de l'état civil, comme cela peut être un mariage de fait, c'est-à-dire le concubinage. Voilà quoi. Donc, partant, le couple, c'est ceux-là qui se mettent ensemble, hommes et femmes, pour vivre une vie ensemble, regarder dans la même direction, partager des moments de joie, des moments de plaisir, éduquer, accueillir l'arrivée des enfants, les éduquer dans la tradition comme au niveau de l'État, devant l'officier de l'État civil. D'ailleurs, nous parlerons à ce niveau-là du mariage civil, d'accord, qui vient garantir la sécurité de ce couple-là, qui vient garantir la sécurité autant à l'homme qu'à la femme, ainsi qu'aux enfants. Je resterai avec vous, madame Haïté Assavedo. Dites-moi, que comprendre par budget? Bon, le budget, c'est la somme, d'accord? C'est la somme-là que détient, on va dire, le couple, d'accord? Puisque nous sommes dans le couple, nous allons dire que c'est cette somme-là que détient le couple pour faire face aux dépenses de la famille. Cela fait état, je dirais, des recettes, donc les entrées d'argent, et des dépenses, donc les sorties d'argent. Le budget, on va dire tout simplement que ça fait état, c'est comme un plan de tout ce à quoi le couple va faire face
les besoins, les dépenses, les besoins de monsieur, de madame, des enfants, en fait, toutes les charges auxquelles ils auront à faire face. Et je ne sais pas si j'évolue un tout petit peu plus pour en finir peut-être avec le budget, plus ou moins. Les dépenses sont dans le budget éclatées plus ou moins en charge fixe, en charge courante et en charge occasionnelle. Je me retourne vers vous, docteur. Oui, madame. C'est quoi le budget? Alors, donc, je prends en compte tout ce que Mme Assavedo vient de dire, d'accord? Je vais juste compléter. Vous avez vu, tel qu'elle a défini, c'est un outil. C'est un outil de planification, c'est un outil de gestion qui vous permet de vous projeter, d'anticiper sur vos entrées, sur vos sorties. Et le budget en tant qu'outil n'est pas connu de tous, n'est pas maîtrisé de tous, n'est pas utilisé de tous. Mais quelle est la réalité qui est derrière ça? Que tous les couples, que tous les individus, que tous nos téléspectateurs connaissent et peuvent se retrouver dedans, c'est l'argent. Vous comprenez? Tout à Donc fait. le nœud, le cœur du problème, c'est la gestion de l'argent au niveau de nos couples. Exactement. Donc je parlerai beaucoup plus d'argent plutôt que de l'outil budget. Quels sont les indicateurs d'une bonne gestion du budget au sein du couple? Bon, avant d'aller au niveau des indicateurs, moi je reviens au niveau des implications. C'est-à-dire en quoi c'est problématique aujourd'hui, en quoi c'est utile, intéressant. On va en revenir. Voilà, on va en revenir. Bon, les indicateurs d'une bonne gestion d'un budget. Quand vous faites, c'est un outil de planification. Tout à fait. Si vous planifiez utiliser 100 000 francs et qu'à l'arrivée vous utilisez 200 000 francs, il y a un problème. Soit vous n'avez pas été discipliné, donc vous n'avez pas respecté ce que vous avez prévu faire, d'accord? Ou alors vous avez échoué à anticiper de façon objective en tenant compte de ce que vous avez. Donc, soit il y a un problème au niveau de quand vous projetez, ou il y a un problème au niveau de votre incapacité à suivre ce que vous avez tracé. Parce que l'utilité, c'est de vous permettre d'être discipliné, de ne pas faire tout et de pouvoir avoir une certaine discipline par rapport à la gestion des ressources pour ne pas vous fourvoyer, pour ne pas vous retrouver avec des besoins non satisfaits alors que vous avez eu des entrées que vous avez utilisées pour d'autres choses peut-être peu utiles. Voilà. Madame Assavedo, la même question pour vous. Quels sont les indicateurs d'une bonne gestion de budget dans le couple? Bon, c'est déjà de savoir si on a pu respecter quand même l'objectif en soi du budget qui est de faire d'abord des prévisions. Donc, du coup, voir si ces prévisions ont été respectées, d'accord? Et de savoir appréhender l'avenir financier de ce couple-là. Donc, du coup, les prévisions qu'on a eu à faire, est-ce qu'effectivement on a respecté ces prévisions-là? Et ne pas être surpris, justement, après. Alors, quand on a fini de faire ça, le budget a encore cette utilité-là qu'il faut forcément avoir en idée le suivi. Donc, est-ce que le suivi a été fait? Le suivi a été respecté, c'est-à-dire que tout ce que nous avons projeté, cette prévision-là, est-ce que nous avons respecté ça? Nous avons évolué selon ce que nous avons projeté. Ou alors, est-ce qu'il y a eu des périodes de pic, un peu comme l'inflation? Est-ce que les choses ont coûté plus cher sur le marché? Vous voyez? Et donc, du coup, ou bien peut-être, est-ce qu'on l'a dilapidé d'une certaine manière? En fait, il faut tenir compte de ça. Pour pouvoir voir si on gère bien le budget du couple. Voilà, alors, revenons à l'importance du budget dans le couple, docteur. Donc, je reformule ça. Donc, l'importance de l'argent. Tout à fait. Dans le couple. Parce que c'est ça, il faut que ce soit factuel, que les gens comprennent. D'accord. L'argent, c'est un moyen qui permet au couple d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses projets, d'accord, de créer les conditions pour l'épanouissement de tous les membres. Parce qu'il y a le père, la mère, il y a les enfants, et il y a tous les autres acteurs qui gravitent autour de ce noyau, que ce soit de la famille, du mari ou de la famille. Femme. Voilà. La famille élargie. Élargie. Donc, essentiellement, l'argent ou le budget devrait servir à ça, permettre au couple d'atteindre ses buts, de réaliser ses objectifs et d'être épanoui. Et qu'est-ce qui peut empêcher, au fait, la concrétisation des plans ou des projets au sein du couple? Alors, ce qui peut empêcher, c'est ça. C'est ce que je disais au départ. Quand vous avez dit couple, vous avez dit mariage. Le fait de ne pas connaître, de ne pas assimiler les principes fondamentaux du mariage peut faire
qu'au niveau gestion financière, le couple peut passer à côté. Très rapidement. Le premier principe, si je veux résumer un mariage, c'est 1 plus 1 égale à 1. C'est l'unité. Et quand je dis l'unité, unité de vision, unité d'objectif, unité de priorité. L'homme n'a pas de priorités à part, la femme a des priorités à part. On regarde dans le même sens. Donc, quand vous n'avez pas cette unité, quand l'argent vient, l'argent est source de tension. Vous avez vos priorités, j'ai mes priorités. Vous avez ce qui est important pour vous, j'ai ce qui est important pour moi. Si c'est parce que c'est vous qui avez amené les sous, vous les utilisez pour vos priorités, je me sens frustré. Si vous avez amené, je l'utilise pour mes priorités, vous serez frustré. Vous allez trouver même que je suis un problème pour vous parce que vous vous échinez et moi je prends pour résoudre mes problèmes. Donc il y a ce premier principe qui est lié au mariage simplement. Que quand vous comprenez que 1 plus 1 doit être égal à 1 et non égal à 2, et tous les mariages, tous les couples qui fonctionnent en mode 1 plus 1 égale à 2 seront sous tension quand l'argent viendra. Quand l'argent ne viendra pas, ce ne sera pas perceptible, ça va se calmer, il n'y a pas de problème. Dès que l'argent arrive, il prendra 2 directions et vous verrez les tensions naître. Deuxième truc, puisque c'est une unité, donc vous avez, quand l'argent vient, ne vous appartient plus, ne m'appartient plus. Il appartient au couple. Au couple. Ce n'est plus votre argent, ce n'est plus mon argent, c'est notre argent. Et à partir du moment où c'est notre argent, on ne se lève plus individuellement pour faire ce qu'on veut avec. On s'entend sur ce qu'on doit faire, même si on doit donner à un beau-parent ou à un parent, c'est qu'on s'est entendu sur ça. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « je veux envoyer de l'argent à ma maman, je veux envoyer de l'argent à mon papa ». Et dans le fonctionnement du couple, ça doit être tellement bien huilé que même vos parents et beaux-parents doivent comprendre que ce n'est pas vous, leur fille, ou vous, leur fils, qui leur envoie de l'argent. C'est-à-dire que si papa appelle ou bien un frère appelle pour dire « grand soeur, vraiment j'ai besoin d'argent », ah vraiment, je ne sais pas, hein. Laisse, je vais réfléchir avec mon mari et nous te revenons. Je n'ai pas, je te reviens. Mais les parents n'aiment pas souvent ça. Non, mais non, on est en Afrique, on est au Bénin. Voilà, et c'est ça le truc qui est important. Et tout à l'heure, encore que le système béninois n'est pas du 50-50. C'est combien déjà le système béninois? Non, on est dans une société patriarcale et vous le savez. Non, justement, il y a beaucoup de stéréotypes que nous véhiculons par rapport à qui nous sommes. Tout à l'heure même, dans votre introduction, vous avez parlé de société où la solidarité familiale est fortement ancrée. C'est dépassé, ce n'est pas réel. Vous êtes sûr? Mais c'est vrai. La société, tant chantée là... On reste toujours une société africaine. Non, je vous dis, nous sommes une société en hybridation terrible. On n'est plus ce que nos parents étaient, on n'est plus ce qu'on a voulu qu'on soit. On est entre les deux. On est quelque chose, on est une société, on a dit des mutants. On ne correspond pas. Donc, il faut vraiment avoir cette vigilance pour ne pas nous cataloguer ni dans ce qu'on n'est plus et nous faire croire, nous faire adopter des postures qui ne nous correspondent pas. Vous avez des vestiges de notre ancienne société qui persistent. Mais c'est notre société et c'est notre tradition, c'est notre identité. Je suis d'accord. Tout ce que vous avez dit là est dynamique. Et que ce soit l'identité, que ce soit la société, elle est dynamique. Constatée, réalisée que nous sommes dans une société qui ne correspond plus à ce qu'on nous a tant chanté. Et je prends l'exemple de solidarité. Une chose qui manque cruellement aujourd'hui dans nos familles, c'est la solidarité familiale dont vous parlez. Ça ne marche pas. Tout ce qui reste, c'est les trucs qui sont en termes de droit pour la société, pour la grande famille. Là, les gens les utilisent parce que ça leur donne quelque chose. Mais tout ce qui est en termes de devoir pour eux, ça a disparu, ça a été vidé de son contenu. Mais ne me dites pas qu'aujourd'hui, dans les nombreuses familles béninoises, c'est du 50-50, ils font. Non, vous avez un mélange. Vous avez des familles qui relèvent, qui font du 50%. Là, vous allez avoir des couples plus ou moins intello, d'accord, hommes et femmes intello d'un certain niveau, qui font du 50-50. D'accord. Vous en avez qui ne font pas du 50-50. C'est l'homme qui gère pratiquement tous les besoins de la maison. Je suis d'accord. C'est le sens contraire. C'est la femme qui a les moyens et qui gère complètement la maison. Vous avez plusieurs cas de figure. C'est ça la réalité. C'est pourquoi je vous dis qu'on ne peut pas dire qu'on est une société traditionnelle. Si on était une société traditionnelle, on aurait un seul cas, ce serait majorité. Mais toujours qu'il ne faut pas refouler cette tradition qui nous caractérise. Et je crois que cette humanité, cette solidarité continue d'exister. En tout cas, c'est mon avis. Allez-y, continuez votre développement. Non, en fait, je ne suis pas dans une logique de refouler. Moi, je suis juste, je veux que nous soyons factuels. Je ne veux pas qu'on idéalise. Allez-y. En fait, nous avons l'habitude d'idéaliser, de peindre la société en une société parfaite, tout est bon. Non, je ne veux pas qu'on idéalise. Je ne veux pas qu'on dise non plus la société moderne qui serait vertueuse, la société entre nos problèmes. Je veux qu'on soit réaliste et concret. Et mon expérience professionnelle de tous les jours m'amène que dans la réalité, on n'est plus dans ces cas, dans ces schémas, dans ces stéréotypes. On est dans des trucs concrets
d'accord, où vous avez parfois du 50-50, vous avez parfois, la femme, elle gagne bien de l'argent, mais c'est dans sa tête, c'est ancré que c'est le mari qui doit s'occuper des besoins. Que son argent lui appartient. Que son argent lui appartient à elle. C'est notre tradition toujours. Ce qu'elle fait avec sa famille et autres. Et ça crée assez de problèmes. Et la thérapie a dit, pour sortir de ces problèmes, il faut amener les gens aux fondamentaux, aux principes du mariage. Les principes du mariage sont immuables. Ça ne connaît pas société moderne, société traditionnelle. Non, les principes sont immuables. Vous les violez, vous en subissez les coups. Que vous soyez dans une société moderne ou traditionnelle. Et pour moi, ce qui ne bouge pas, ce qui est important, ce qu'il faut rappeler, c'est-à-dire les repères avec qui il faut ramener les uns les autres, c'est les principes du mariage. Si le mariage veut que vous soyez un, soyez un. Si vous n'êtes pas un, vous allez en subir les coups. Si le mariage veut que vous ayez un budget, que vos biens, voire même, on a même légalisé des trucs qui sont contre le principe du mariage. Dans les droits, il y a possibilité pour des gens qui se marient d'avoir des biens, des comptes séparés, non? Tout à fait. Vous comprenez, séparation. Le choix du mariage. Vous comprenez? Ça, le choix par exemple, du mariage, la communauté très bien, ou la séparation des biens. La séparation des biens est en opposition violente avec le principe du mariage intrinsèquement. Mais il y a des raisons qui soutiennent. Non, oui. Je vous dis, les raisons qui soutiennent, c'est le manque de sagesse, c'est le manque de connaissance. Surtout de la part de l'homme, qui se lève et qui peut se marier du jour au lendemain à deux, trois autres femmes. Je ne veux pas faire une attribution de points, mais moi je vous expose ce que nous constatons. Que même la légalisation c'est toujours aussi la réalité que nous constatons que est le facteur, la preuve évidente de ce qu'il y a un problème de sagesse, de connaissance, de méconnaissance du principe du mariage. Il ne doit pas avoir, quand vous mettez ensemble, le mariage c'est quoi? C'est un pacte. C'est un engagement, c'est à vie. Vous n'avez pas confiance en moi, on ne se met pas ensemble. Pourquoi on se met ensemble pour séparer nos biens? C'est très beau, mais c'est toujours difficile de voir ça dans la réalité. Madame Assavedo, dites-moi, selon vous, quelle est l'importance du budget au sein d'un couple? Alors, je voudrais bien que, parlant du budget au sein du couple, le budget du couple, que nous sachions que c'est le budget, nous sommes en train de parler du budget familial. Tout à fait. Nous sommes dans la famille, donc c'est le budget qu'on appelle budget familial. Et c'est tellement important, comme je le disais tantôt, c'est tellement important pour appréhender l'avenir financier de la famille, c'est-à-dire pour connaître tout ce que nous avons chacun à. En fait, quand on parle de budget familial, pour faire le budget familial, pour obtenir le budget familial, il faut mettre tous les avoirs, les rentrées d'argent de chacun, de chaque partenaire, ensemble. Le budget familial, c'est différent justement de la communauté, c'est-à-dire du régime de la communauté des biens que vous évoquiez tantôt. D'accord? Le régime de la communauté de biens suppose que devant l'officier de l'état civil, c'est-à-dire avant même d'aller au mariage, qu'on aille rédiger ces taxes-là devant le notaire pour dire que voilà, tiens, nous avons décidé en tant que mari et femme de mettre tous nos avoirs ensemble, sans aucune exception. D'accord? Maintenant, pour le budget familial, c'est-à-dire le budget familial est une implication directe justement de l'acte de mariage. Que nous soyons dans la communauté de biens ou dans la séparation. Ou dans la séparation. Et je voudrais apporter une petite précision pour dire qu'au Bénin, ici, nous parlons de la communauté de biens, d'accord, mais c'est la communauté de biens réduite aux acquets. Ça veut dire que ce n'est pas la communauté de biens de façon générale, universelle, d'accord? On ne met pas tout ensemble complètement, totalement, mais on commence par mettre les choses ensemble à partir du moment où nous sommes mariés, justement. Et donc, du coup, mes avoirs, mon héritage, tout ça... Avant le mariage, n'est pas considéré comme un bien commun. Allez-y. Donc, si c'est aussi clair que ça, c'est que le budget familial, qui est distinct de la communauté de biens, doit pouvoir nous permettre d'être à l'aise. Ça doit pouvoir nous permettre de faire des plans, de nous projeter dans l'avenir, de savoir séquencer chaque chose, de savoir dire, bon, ok, telle chose, nous pensons le faire dans un avenir proche, nous pensons le faire dans un avenir lointain, nous pensons le faire, nous allons réaliser tel projet, telle chose, et il nous faut tel montant, telle autre chose, et voilà comment nous allons œuvrer pour pouvoir
en arriver à subvenir à nos besoins, aux besoins des enfants, c'est-à-dire des uns et des autres dans la famille, et en même temps ne pas toucher au pactole qui est là. Parce que la famille, c'est aussi quand même laisser, comment je dirais ça? Un héritage. Justement, l'héritage, c'est de ne pas dilapider les biens, Oui. sinon... C'est préparer le lendemain pour les enfants, leur faciliter D'accord. la relève. Donc, du coup, l'avenir des enfants Oui. est préparé dans le budget le budget du couple. D'accord? Ce n'est pas parce que nous sommes en communauté de biens que nous n'allons pas parler de budget familial. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est une nuance. C'est vraiment et très, très important. Ce n'est pas parce que déjà tous nos avoirs sont ensemble que nous n'allons pas dire que, bon, puisque le budget, ça se fait, ça dit, de façon mensuelle ou de façon annuelle. D'accord? Maintenant, comme nous sommes dans la famille, il faut bien que nous puissions vivre, nous puissions manger, nous puissions subvenir à nos besoins. Et donc, du coup, par mois, on s'entend et on identifie les postes. C'est-à-dire les rubriques où on doit affecter, par exemple, la popote, combien on met dans la popote, combien on donne comme agent de poche à temps, les imprévus, combien on fait ci, combien on fait ça, on attribue. Le déplacement, d'accord? Comment on appelle ça? L'épargne, c'est ce qui est encore très, très important dans le budget, vous voyez. Donc, du coup, comment est-ce qu'on arrive à dégager tout ça, à mettre tout cela en place pour que chacun puisse se sentir à l'aise, pour que l'un ou l'autre, que ce soit celui-là qui apporte plus ou celle-là qui apporte plus, ne se sente pas lésé. Quand je dis lésé, ça dit ne pense pas que l'autre est en train de dilapider les biens. Vous comprenez? Vous suivez un peu? Donc, du coup, quand c'est comme ça, c'est tout ça, ça dit quand c'est fait comme ça, cela relève de l'utilité, de l'importance du budget familial. Et n'oublions pas, quand on fait le budget familial, c'est que chacun doit pouvoir exprimer. C'est un travail qui se fait de façon consciencieuse. On s'est dit, on ne se lève pas pour dire, ah, c'est le budget familial, tenez, je mets tant, non. C'est de façon consciencieuse. On responsabilise chaque personne. Est-ce que cela ne nécessite pas une éducation financière préalable? Bon, si on veut, mais si on ne le... C'est-à-dire, on peut aussi ne pas avoir cette éducation financière, mais une fois que vous êtes là, dans la famille, vous savez que vous devez... Vous savez, on dit que la famille, c'est la première forme d'entreprise que nous avons. Et si on a son entreprise, avant d'aller faire son entreprise, on a le capital à la base. C'est-à-dire, on a tout planifié. Donc, du coup, personne n'hérite son entreprise pour aller la conduire dans le décor. Alors, donc, ce budget est là. Et même si on ne le sait pas dans la famille, on peut s'asseoir pour dire, bon, ok, d'accord, à partir de maintenant, nous allons mettre, si éventuellement on gagnait 1 million, on rassemblait 1 million dans le foyer, on va dire, bon, ok, pour le budget, nous allons mettre peut-être 300 000. Et le reste, ce sera pour, ou bien nous prenons 500 000, et dans les 500 000 là, on va faire ci, on va faire ça. Donc voilà un peu. Docteur Fadongo, Oui, votre madame. avis, est-ce que la réussite de ce travail ne nécessite pas au préalable une éducation financière? Je sous-entends que vous êtes en train de dire, est-ce que ça ne nécessite pas une préparation? Tout à fait. Vous comprenez? Une Oui. éducation tout court. Oui, je suis d'accord. C'est ce que j'essayais de développer tout à l'heure. D'accord? Ça nécessite une éducation tout court d'abord sur ce que c'est que le mariage. Vous comprenez? Sur ce que c'est que les principes du mariage, les implications du mariage. C'est comme, en fait, le problème que nous avons aujourd'hui, nous nous marions majoritairement sans être préparés, sans connaître ce que c'est que le mariage. Alors que ce n'est pas possible. C'est un truc dans lequel vous passez 30, 40, 50 ans de votre vie. Et personne ne vous a formé, personne ne vous a dit, vous jetez dedans juste parce que soit vous êtes tombé enceinte, soit vous dites je l'aime, et après vous en souffrez. Parce que chaque fois que dans un domaine vous manquez de connaissances, vous vous cognez la tête, vous faites les choses à l'envers, vous en souffrez. Donc je dis oui, ça nécessite une préparation, ça nécessite une éducation, et après spécifiquement une éducation liée à la gestion de l'argent. Des finances, quelle est la responsabilité de la femme par rapport à la gestion du budget ou de l'argent, comme le dit le docteur Fadongo, au sein du couple? Alors, vous savez, la femme doit d'abord avoir une relation saine avec l'argent, avec le matériel.
si elle est trop focalisée, trop investie, c'est-à-dire trop aimante de l'argent, ce n'est pas bien. On va aimer l'argent parce que comment je vais dire, c'est une énergie, c'est quelque chose, on en a besoin pour faire les transactions. On a besoin de ça pour faire... Pour nos besoins. Pour nos besoins, pour satisfaire. Mais, posséder l'argent, c'est-à-dire vouloir posséder l'argent et en faire son Dieu et le mettre à un tel niveau que sans cela, on ne peut pas respirer, on ne peut pas vivre dans le détachement de cet argent, c'est-à-dire nourrir cette relation avec l'argent, c'est déjà se conduire soi-même dans l'impasse et conduire son foyer plus tard dans l'impasse également. La preuve, nous sommes dans le foyer maintenant. Et quelle est la relation alors qu'elle va pouvoir nourrir avec l'argent? L'argent qui n'est plus désormais pour elle, seule, puisqu'elle était jeune fille, mais maintenant qui est l'argent de la famille, de 3, 4, 5 ans, et pourquoi pas peut-être plus. Enfants. Vous voyez? Donc, du coup, quelle est cette relation qu'elle va nourrir désormais avec? Comment est-ce qu'elle va se comporter? Il faut, comme je le disais, avoir une bonne relation, une relation saine, et savoir que, c'est-à-dire, montrer cette responsabilité, je dirais. Parce que quand on est responsable, quand on dit 1, c'est qu'on respecte le 1. Quand on dit 2, c'est qu'on doit pouvoir respecter ce. Et donc, du coup, quand on a établi le budget, quand on a reçu cette formation pour savoir gérer l'argent, on doit pouvoir respecter le plan établi. Puisqu'on a dit que le budget, c'est un plan, c'est comme un planning. Donc, ce budget-là, la femme doit pouvoir respecter cela. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, voilà un peu ce que je Docteur dirais. Fadonoubo, je ne vous demanderai pas la responsabilité de la femme par rapport au budget. Non, pas du tout, pas du tout. Okay. Au budget au sein du couple, mais plutôt pourquoi, quand on parle de l'argent, de la gestion des finances au sein du couple, on pense directement à la femme. Et quand c'est un échec, on a tendance à condamner immédiatement la femme. Ça, c'est à cause de notre tradition, où elle était considérée comme celle qui gère la maison. Donc, nous précis, comme on le dit. Exactement. Ça, c'est cette représentation qui est restée et qui fait qu'on pense que quand ça ne marche pas à la maison, c'est de sa faute. Mais en réalité, aujourd'hui, là, dans le fonctionnement de nos couples, cette question est pas une réponse universelle à ça. Vous savez pourquoi? Dans l'accompagnement des gens, vous vous rendez compte que vous avez des gens, nous avons différents tempéraments en lien avec l'argent. Tout à fait. C'est un détail auquel on ne fait pas attention. Nous avons des tempéraments financiers différents. Et qui sont nos tempéraments? Ce n'est pas qu'il y a un qui soit bon, un qui soit mauvais. Il faut juste prendre conscience de ça, en tenir compte pour savoir qui fait quoi dans le couple. Vous avez des femmes qui sont orientées dépenses. Vous avez des femmes qui sont orientées épargne. Vous avez des hommes qui sont orientés dépenses. Vous avez des hommes qui sont orientés épargne. La personne qui est orientée dépenses, c'est une personne, dès que l'argent entre dans ses mains... Ça doit ressortir. Exactement. Elle entre en action. Elle dit, il y a quelque chose qui la met en mouvement. Jusqu'à ce que l'argent termine. Quand l'argent termine, il se calme. Elle est orientée dépenses. Donc, elle va commencer par prendre des initiatives. Elle était tranquille. Il faut qu'elle fasse tel. Il faut qu'elle fasse tel. Elle est orientée dépenses. Ce n'est pas mauvais. Mais l'acheter, les gens vont facilement la qualifier de dépensière. Vous comprenez? Vous avez des gens qui sont orientés, quand l'argent entre, il ne veut pas que ça sorte. Lui, il est rassuré de savoir qu'il a tel montant dans son compte. Et il fait tout pour que ça ne diminue pas. Si même il faut aller emprunter ailleurs pour dépenser, il est prêt pour emprunter. Il est orienté épargne. Donc, en réalité, chaque couple devait faire cet effort pour savoir qui est orienté épargne. C'est la personne qui est orientée épargne, c'est à lui que vous confiez l'argent. Donc, ça peut être la femme, comme ça peut être l'homme. Donc, on sort du schéma classique où parce qu'on se base sur le sexe. Est-ce que l'environnement n'aide pas à avoir cette valeur, non pas ce tempérament-là? Non, ça c'est un truc qui naît à nous, ce n'est pas l'environnement. Ce que l'environnement va faire, c'est que je suis né dans une famille où mon père dépense tout le temps, quand je serai grand, je serai peut-être tenté. C'est très important ce que vous soulevez. Ça ne relève plus du tempérament, ça relève de ce qu'on appelle votre background, quand vous entrez dans le mariage, vos antécédents. C'est différent. Le tempérament relève de la personnalité, mais du côté financier. Mais ce que vous dites là, c'est votre background. Vous êtes né dans une famille
vous avez grandi dans une famille, vous avez vu des gens... C'est pour ça que je parle d'environnement. Oui, ça c'est un autre facteur. Ce n'est pas lié au tempérament. Et c'est un facteur important. Ça, c'est votre background. Et ce background va faire que vous allez être soit ou non en conflit avec l'autre. Parce que l'autre aussi vient avec son background. Et je vous donne l'exemple d'un couple que j'ai suivi. C'est bizarre, hein? On aurait pu imaginer que quand les gens viennent d'univers familiaux différents, c'est-à-dire vous êtes issu d'une famille qui était aisée, donc la manière dont vous dépensez l'argent, c'est différent. Je suis issu d'une famille modeste, c'est différent. Que si on se met ensemble, ça va choquer. C'est ce qu'on s'imagine. Mais je vois un couple qui est issu de familles modestes, les deux. Et pourtant, il y avait des problèmes par rapport à l'argent. Et vous savez pourquoi? Et tous sont issus de familles où c'était vraiment... Voilà, on se tirait la queue du diable. On arrive juste à arrondir. Donc, c'était vraiment éprouvant pour eux. Ça les a marqués. Et quand chacun d'eux arrive, ils se mettent ensemble, ils parviennent à un certain niveau de stabilité. L'homme dit, moi, je ne veux pas que mes enfants vivent un jour ce que j'ai vécu. Donc, il est strict, il est minutieux, il est rigoureux. Pour la femme, c'est un radin. Il est pingre. Vous suivez? Il est pingre. Donc, parce que lui, dans sa tête, il faut qu'on gère le plus rigoureusement possible pour que demain, là, cette possibilité de se retrouver dans les difficultés avec les enfants n'arrive pas du tout. Que le minimum manque. Voilà. La femme est sortie du même système. Elle dit, moi, maintenant que je suis une maman et que j'ai cette stabilité, je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je les mets à l'aise. À l'aise. Exactement. Je les mets à l'aise. Donc, elle a orienté, et papa, il faut qu'on sorte, il faut qu'on fasse tel plaisir. Et donc, vous voyez l'antinomie, alors qu'ils visent le même objectif, elle est perçue comme dépensière. Mais quand vous remontez à ses antécédents, quand vous remontez à son histoire, à son background, à ses croyances, à sa perception de l'argent, vous comprenez. Et tant qu'il n'y a pas eu ce déblayage, quand il n'y a pas eu cette discussion où vous faites sortir qui vous êtes, vous discutez, vous comprenez, vous acceptez, vous harmonisez, et oui, vous aurez des problèmes pour des inutilités. Ils s'engueulaient, ils se chamaillaient pour rien constamment. Ah, toi, tu gaspilles trop l'argent, toi, tu fais ci. Alors qu'ils poursuivaient le même but, faire en sorte que les enfants ne te trouvent jamais dans ce qu'ils ont vécu par le passé. Mais ils avaient des orientations différentes. Donc ça, c'est les antécédents. Voilà, merci pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. C'est la deuxième rubrique de cette émission, la part des choses. Nous allons donc faire la nuance. La part des choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de la part des choses, bonjour et bienvenue. La gestion du budget dans le couple, c'est un secret de polichinelle que dans la majorité des couples, l'homme est la source du financement et la femme la gestionnaire du budget. Que nous soyons féministes ou non, on accepte cela ainsi et l'exigeons de nos hommes. Un homme qui ne prend pas soin de sa famille financièrement est un irresponsable, dit-on. Mais à quoi sert une gestionnaire si elle devient budgétivore ou uniquement dépensière? Comment comprendre que sous nos cieux, où la vie devient chère de plus en plus, une mère de famille utilise plus de la moitié de l'argent de popote pour aller aux soins de beauté? Les mèches, faux cils, faux ongles et dépigmentation sont mieux que prendre soin de ses enfants et son mari, on croirait. Sinon, comment une mère sensée peut affamer ses enfants parce que leur père n'a pas pu donner l'argent de popote, mais elle autre a les moyens de le faire à l'instant T? À quoi sert l'autonomisation financière de la femme que nous prenons tant alors si elle ne peut et ne veut pas contribuer aux dépenses du foyer? Comment comprendre que sous un prétexte de féministe, on en vient à penser que les dépenses devraient être l'apanage des maris? À quoi ça sert d'avoir une femme qui connaît tous les restaurants du Bénin et oblige enfants et époux à manger au dehors? Pour quelle économie et santé familiale? Si au lieu de gérer les finances du foyer rigoureusement en ce temps de morosité économique, de telle sorte à faire des économies, madame préfère amener sa glacière à Saint-Michel pour commander le repas familial. 365 jours sur 365, il vaut mieux pour l'ordonnateur du budget de changer de gestionnaire comptable. Aux intelligents, peu de mots, dit l'adage. Amis de Faisons la part des choses, merci de votre écoute attentive et à la prochaine.
Voilà, Madame Aïsté Assa Vedo, dites-moi, vous venez de suivre cette nuance, qu'est-ce que cela vous inspire? En tout cas, je vois quand même que beaucoup de choses ont été dites, pour montrer quand même le côté négatif dans la gestion financière de ce budget-là. Par rapport à la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'article 155, si je ne me trompe pas, de notre Code des personnes et de la famille dit que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. 155 ou 158, d'accord? Et donc, du coup, aujourd'hui, l'article 26 de notre Constitution dit que les hommes et femmes, nous sommes égaux devant la loi. Voilà. Donc, du coup, pour rétablir cet équilibre, il faut rétablir cet équilibre dans la famille et savoir que de nos jours, et l'homme et la femme doivent c'est-à-dire contribuer aux charges du ménage. Maintenant, il y a un autre article du Code qui dit que chacun contribue aux charges du ménage à raison de ses capacités. Donc, du coup, la femme qui ne va pas travailler... Pas équitablement. La femme qui ne va pas travailler, c'est-à-dire qui n'a pas un salaire à la fin du mois et qui est à la maison, qui est la ménagère, qui fait tout ce qu'il y a dans la maison, on évalue sa contribution à hauteur de tout ce qu'elle fait dans la maison. Si on devrait prendre le cuisinier, l'agent d'entretien, en fait, tout à fait. On évalue, elle, sa contribution à cela. Bon, c'est vrai que nos tests disent que c'est la femme quand elle est dans ces conditions parce que c'est la femme qui est partie targuée de sexe faible alors qu'elle n'est pas un sexe faible, d'accord? Mais ces conditions, puisque nous sommes dans une société patriarcale, ces conditions, c'est-à-dire n'a pas été favorisée dès le départ. Le patriarcat aidant. Donc du coup, si aujourd'hui, c'est l'homme qui se retrouve dans cette position, la femme qui va travailler, qui a les moyens, est obligée de contribuer convenablement, de déposer, c'est-à-dire de prendre tout ce qu'il faut en charge dans la maison. Et si c'est l'homme qui a la maison, eh bien, lui aussi, c'est-à-dire, on lui applique le même principe que la femme ménagère, tout simplement. Voilà. Maintenant, il y a aussi ce que nous appelons les dépenses de souveraineté. Quand vous êtes l'homme dans le foyer, forcément, vous devez, c'est comme dans un état de droit. D'accord? Vous devez prendre, c'est-à-dire certaines dépenses. Payer le loyer, forcément. Payer l'électricité, l'eau. Donner la popote, tout au moins. Donner la popote. Tout au moins. La scolarité des enfants et puis quoi encore? Maintenant, si la femme, elle a bon cœur, parce que, comment on appelle ça? Elle est compréhensible, au fait. Et elle est sage. Si elle est sage aussi, elle doit savoir que les tests de loi ne s'appliquent pas forcément aux réalités. De façon subjective. Elle doit savoir que si elle gagne, elle doit pouvoir contribuer et de façon équitable parce que le couple, c'est notre couple. Les enfants, ce sont nos enfants. Maintenant, l'autre connotation que la chose a dans la tête des femmes de nos jours, c'est que les hommes se disent, c'est-à-dire les hommes ne se démarquent pas de l'ancien code, c'est-à-dire de l'ancien droit qui dit l'homme est le chef de la famille. Alors qu'aujourd'hui, c'est-à-dire je me rappelle plus tellement, ça doit être l'article 155, non, pas 154 ou bien 153, qui dit maintenant que l'autorité, c'est-à-dire la gestion de famille, c'est l'autorité parentale est assurée par les deux. Vous comprenez? Mais c'est tellement compliqué pour l'homme d'assimiler cela que l'homme agit comme s'il était toujours le chef de famille. Et du coup, la femme aussi, merci, qui vient toujours embrigader les changements, ce qui fait que la femme aussi se complaît à garder son ancien schéma pour dire, bon, ok, d'accord, puisque vous continuez toujours pas à vous comporter comme ça, moi également, la femme, je maintiens toujours, c'est-à-dire je me maintiens toujours dans l'ancien système et puis je garde... La femme de la maison. Voilà. Maintenant, la femme qui va se lever pour dire, je ne vais pas cuisiner, je vais aller à Saint-Michel ou je ne sais pas trop quel marché pour aller, comment on appelle ça, acheter à manger à la maison, eh bien ça, je dis quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, j'avoue personnellement, je peux vous assurer, je ne vois pas ça. Pour moi, la femme, les filles, à la base, sont travaillées, sont éduquées
Voilà. dans la dynamique Toujours. d'aller à la cuisine, de préparer à manger, de prendre soin. Retour à la source, l'éducation. Docteur Fadonoubo, votre appréciation après avoir écouté tout ceci. Tout ça, c'est compliqué pour moi. Je vous assure tout. Et c'est pour cela. C'est compliqué pour moi. Hein. Et c'est pour cela. C'est les lois. Non. Vous parlez de la modernisation. Vous parlez tout à l'heure et vous dites qu'on n'est plus dans nos réalités socio-culturelles. Je dis qu'on est une société dynamique en mutation. En mutation, oui. Et c'est difficile de suivre tout ça. C'est difficile de s'en sortir à vouloir se référer à telle loi, à telle nouvelle, telle ancienne, société traditionnelle, société moderne. On se fouvoie inutilement et pour rien. Revenons aux principes. Dans les principes, toute organisation a besoin d'une tête. Que ça doit être forcément l'homme. Que l'homme soit le chef. J'ai des couples dans lesquels l'homme reste à la maison, la femme travaille. Oui. C'est une question de compréhension. Et malheureusement, je constate que la loi et l'école n'aident pas nos sociétés à grandir, à comprendre. Ça nous éloigne de l'essentiel. Je ne voudrais pas. Non, c'est mon avis. C'est mon avis. Vous allez réagir les différentes lois, les différentes normes copiées ailleurs, transplantées chez nous, avec des difficultés et des rejets. Qui ne répondent pas forcément à nos réalités. Et tout ça, nos réalités aussi ne répondent pas aux contraintes d'aujourd'hui. Nos réalités d'hier ne répondent pas aux contraintes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je vous dis qu'il faut revenir au principe. Quand vous dites que vous êtes un couple, vous êtes marié, c'est-à-dire chercher le juste milieu. Comprendre, avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance sur ce que ça signifie. La connaissance de quoi, Dr. Fadonoubo? C'est ça que je vous dis depuis. Quand vous dites que vous êtes, pour devenir journaliste là, vous êtes levé un jour pour venir ici, vous avez appris, non? J'ai appris. Vous apprenez, ça s'apprend. Être épouse, ça s'apprend. Être mère, être père, ça s'apprend. Et puis si vous n'avez pas appris, comment vous pouvez l'assumer convenablement? Combien de pères apprennent? C'est un problème, c'est justement. C'est de ça que nous parlons. C'est pour cela qu'il y a tant de problèmes, tant de désordres, tant de couples qui se disloquent, qui fabriquent des enfants, qui sont des problèmes pour la société. Donc, il y a un problème réel à revenir pour que les gens s'approprient quel est. C'est nous qui avons inventé le mariage. Le mariage n'est pas une invention humaine. C'est une invention de Dieu, c'est une institution de Dieu. Retournons à l'origine. Que ce soit au niveau traditionnel, retournons. Quelle est la pensée de Dieu par rapport au mariage? Si vous comprenez la pensée de Dieu par rapport au mariage, tous les problèmes que nous avons là, ils sont résolus. Dépense souveraine, la dépense est souveraine par rapport à quoi? Par rapport à qui? On s'est mis ensemble, on a fait des enfants. On s'est mis ensemble, on a un local qui est pour nous. Et tu dis dépense souveraine, c'est moi qui supporte. Alors quand vous créez ça, si je supporte, et c'est devenu un poids pour moi que j'ai supporté, attendez-vous qu'il y a déjà une disparité, qu'il y a déjà une manière de te voir qui diffère, qu'on m'impose, qu'il y a une manière de te traiter qui m'impose. On se fouvoie, on se mélange la vie. C'est ma posture. C'est ma posture. Nous sommes là, on s'entend. Nous avons pour dépense le loyer. Nous avons pour dépense l'alimentation. Nous avons pour dépense tant. Combien, moi, mes revenus rapportent? Combien tu rapportes? Et vous êtes dit, ce que je gagne, je n'amène n'est pas pour moi. Ce que vous avez n'est pas pour vous. On s'entend. Compte tenu de ce que nous avons là, est-ce qu'on arrive à supporter nos besoins? Ou est-ce qu'on doit faire de réajustements? Ou est-ce qu'il faut qu'on aille de nouvelles sources pour augmenter ou des réajustements pour ramener nos dépenses à nos revenus? Ça n'a pas besoin de connaître la loi. Et nos parents, nos grands-parents connaissaient avec Madame sagesse. Assavedo, très rapidement. Oui, alors, j'en perds la voix parce que il est une chose que le présent se tisse au bout du passé. Et que ces deux-là font le futur, l'avenir. Si nous sommes arrivés aujourd'hui aux réalités, aux constats que nous sommes auxquels nous faisons face, c'est bien justement parce que l'homme, petit h, dans notre société patriarcale, parce que nous sommes au Bénin, et tout ce dont nous sommes en train de débattre, c'est nos réalités. Nous sommes en train de parler de nos réalités au Bénin ici, afin que ça puisse changer. Nous sommes en train c'est-à-dire de vouloir éveiller la conscience des uns et des autres, de nos téléspectateurs, d'accord? Donc, du coup, si nous en sommes arrivés aujourd'hui à ces réalités-là que nous sommes en train de déplorer, c'est tout simplement parce que, au départ, l'homme petit h s'est écarté de ses attributs.
et a oublié que le pouvoir qui lui a été donné au départ, ce pouvoir-là était pour servir et non pour brimer, et non pour écraser. L'homme s'est détourné exactement de Dieu, voulant se montrer même plus au-dessus de Dieu, et a commencé par terrasser, c'est-à-dire par être un tyran, un bourreau pour la femme. Vous comprendrez alors les misères que la femme vivait. Ce n'est pas nous qui avons créé le monde, c'est vrai. Mais les choses avaient un certain ordre. L'homme se levait et allait chercher femme, et allait prendre femme. Donc l'homme devait avoir un certain standing, un certain niveau, un certain train de vie, c'est-à-dire des moyens. Voilà, pour pouvoir en prendre soin. Je n'irai pas prendre une femme, je n'irai pas prendre une femme pour la mettre dans le décor. Vous comprenez? Donc du coup, l'homme qui se lève pour aller prendre femme, ramène cette femme à la maison. Là, ça fait partie des dépenses de souveraineté. Parce que s'il n'avait pas ce chai-là, il doit tout faire pour avoir les moyens et aller prendre ce chai-là et sortir la femme de la maison familiale. Vous comprenez? Pour éviter les idées, les soucis. Voilà. Les problèmes. Donc, du coup, quand c'est comme ça, l'homme, au départ, on faisait ça, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais à partir du moment où l'homme s'est écarté de la douceur que le bon Dieu lui a conférée, c'est-à-dire de l'enfant, du petit enfant en lui, il a commencé par écraser la femme. Et la femme, aujourd'hui, vous voyez la condition de la femme. La femme est brimée, la femme vit tant, on la gifle. C'est comme si la douceur, la beauté qui est en l'homme que Dieu a mis en lui, a déserté le forum. Et c'est comme s'il y avait une sorte de bête, de bestialité qui l'incarne maintenant, où il brime la femme. Et du coup... D'où le bien fondé de toutes ces lois qui défendent et qui promeuvent les droits de la femme. Là. Donc du coup, on est obligé de faire ça. Et, permettez que je continue. Ces lois qui parlent de l'organisation du mariage, c'est bien beau ce que dit mon confrère en face de moi. Mais... est-ce que réellement c'est comme ça se pratique? De façon, même lui-même qui est en train de parler comme ça, en tant qu'homme, en tant que garçon, vous savez, à un moment, ça dit, c'est l'ego qui prend les rênes. L'homme petite tâche a un petit ego là qui fait qu'il se dit, c'est un conquérant. Il doit rester l'homme. Il doit rester l'homme. Très bien, très bien. Le fait de dire que je dois rester l'homme n'enlève rien à l'humanité qui devrait être... l'incarné. Merci bien. Et du coup, je n'ai pas encore fini ma très chère. Comment on appelle ça? Le régime de la séparation des biens, comme le régime de la communauté de biens, c'est-à-dire on ne peut pas se mettre en marge de l'évolution de la société. La société, elle est dynamique. D'accord? Donc, on ne peut pas se mettre en marge de cette société-là. Aujourd'hui, nous en sommes là où l'homme petit H a conduit l'homme grand H. Vraiment. Donc, on doit des décisions. Donc, on est obligé de faire face à cette réalité-là. D'où la séparation des biens. Et ça, c'est ce régime-là, ça protège la famille. Tout à fait. Quand l'homme dit, on met tout ensemble, on fait ci, on fait ça, dans notre réalité du Bénin aujourd'hui, si jamais vous osez vous mettez tout ensemble, l'homme à un moment risque je crois que je vais m'en arrêter. Merci à vous, madame. On va penser que je suis en train de... Merci, madame Assavedo. Je comprends tous les problèmes que madame Assavedo a soulevés. Ce que je dis est ceci. Très rapidement. Oui, je comprends. Mais je dis, quand elle voit l'homme en train de faire souffrir la femme, moi, je vois les deux en train de souffrir. Je ne vois pas un sexe en train de... Et l'homme et la femme souffrent. Je ne vais pas dire que c'est la femme qui fait souffrir l'homme, l'homme fait souffrir la femme. Mais je vous dis, le fait que les deux s'éloignent, au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de Dieu et des principes divins qui sont censés régir notre vie, au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, ils ont des difficultés, ils souffrent. C'est ça en fait l'origine. D'accord? Et il y a quelque chose qu'elle a dit. Mais l'homme, il est le conquérant. Il n'a pas choisi. C'est ce qu'il est. C'est ce que le Créateur a mis en lui. Il faut l'accepter et il faut comprendre comment ça fonctionne. L'homme, il est un conquérant, il est né conquérant. Sa nature, c'est comme ça. Il est né dominant. Et la femme a une autre nature. Ce n'est pas deux trucs, mais les deux natures ensemble forment un tout complet. La femme a quelque chose que si elle fournit à l'homme, sa nature conquérante, sa nature conquérante ne détruit plus. L'homme se nourrit, et ça c'est le principe, l'homme se nourrit du respect et de la soumission de la femme.
c'est son énergie principale. Ne soyez pas choqués, hein. Ne soyez pas choqués. Je vous dis, l'homme se nourrit... Vous me permettrez après que je réagisse. L'homme se nourrit... Non, je vous dis... En fait, je partage avec vous les principes que nous utilisons. Quand les deux là sont au rendez-vous, il est le plus malléable, le plus manipulable possible. Il vous donne sa meilleure version de lui-même. Mais aujourd'hui, vous avez quoi? Avec tout ce que nous faisons au nom de modernité, on évolue, vous faites quoi? Vous faites que cet intrant, ce carburant qui doit faire, l'homme a prévu que ce carburant fasse de lui un serviteur de la femme. L'homme, Dieu a prévu que ce carburant, il devient un destructeur pour la femme parce qu'il n'est pas carburé. En revanche, au retour, la femme, elle a quoi à apporter à l'homme? L'homme plutôt. Puisque la femme, vous avez déjà dit ce que la femme doit apporter. Ah, donc je fais l'inverse. Ce que l'homme doit apporter à la femme. Oui. Le carburant de la femme, c'est l'amour. Elle doit se sentir aimée, elle doit être aimée. Et l'amour ici, c'est se mettre au service, c'est prendre soin. Vous comprenez? Tout à fait. C'est prendre soin, de la faire se sentir aimée. À l'aise. Aimée. Si elle se sent aimée, donc vous avez, au fait, un truc interdépendant. Interdépendant. L'un conditionne l'autre. Je rappelle qu'on parle du budget du couple. Bien sûr, non. Et si vous dites que ce n'est pas sur le couple qu'il faut remonter au principe. Quand les principes sont établis, que c'est connu, quand l'argent entre dedans, l'argent ne pose plus de problème. Mais quand ce n'est pas connu, ce n'est pas établi, l'argent entre dedans, l'argent est source de conflits, de frustration, de destruction, de divorce. Merci les deux se à vous, tiennent. Dr Falon Nogo. Nous ça. allons poursuivre cette émission. C'est la dernière rubrique que nous allons aborder. Il s'agit des minutes du coach et nous allons écouter et suivre la coach Gladys Agege Adam Soulé. Gestion du budget dans le couple, un sujet piquant puisqu'il est à la base de beaucoup de problèmes de couple. Alors, déjà, être en couple, c'est être dans une relation matrimoniale, qu'elle soit formelle ou non. C'est deux personnes qui ont décidé librement de vivre ensemble, de faire leur parcours de vie ensemble. Alors, comment gérer le budget dans le couple? De prime abord, nous dirons que c'est une décision à prendre à deux. C'est une décision dont vous devez discuter. C'est une décision dont vous devrez parler à deux et décider de ce qui fonctionne le mieux pour votre couple. La relation de couple est d'abord une relation qui doit être basée sur la confiance. À quoi ça sert de vivre ensemble? De choisir de partager toute une vie ensemble si vous n'êtes pas capable de vous faire confiance l'un et l'autre. Si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Déjà, que chacun des conjoints, comme le stipule la loi, participe au prorata de ce qu'il gagne aux charges du couple. Vous devez donc savoir l'un et l'autre combien gagne votre partenaire. Pour le reste, discutez-en ensemble et décidez de comment vous allez procéder. Vous pouvez simplement décider de faire en sorte que chacun des deux conjoints ait par exemple un argent de poche, une somme dont vous allez discuter ensemble et qu'il décide d'utiliser librement sans rendre de compte à l'autre. Décidez de ce que vous investissez ensemble et vous pouvez même sur le plan légal prendre des dispositions pour que chacun des deux conjoints mette en sécurité son investissement. Si vous décidez par exemple d'acheter une parcelle, que ce soit stipulé que vous l'achetez à deux et que les deux noms des partenaires soient sur le contrat. Il est vrai, nous l'avons entendu, beaucoup de personnes se sont retrouvées embarquées dans des histoires d'endettement ou de séparation avec un conjoint avec qui au départ ils avaient décidé de tout mettre en commun. Et ce conjoint a décidé simplement de mettre les voiles. Néanmoins, cette peur-là ne devrait pas déterminer la façon dont vous décidez de construire votre couple. C'est vrai, il y a beaucoup d'histoires où on a investi tout son argent dans un couple et finalement, l'un ou l'autre des partenaires vous a trompé. Mais se mettre en couple, c'est déjà un risque parce que vous ne savez pas souvent ce que ça va être tout au long de votre vie commune. Enfin, je dirais que votre façon de gérer votre argent découle souvent de votre éducation et de votre histoire personnelle. Vous pouvez être soit une cigale, soit une fourmi, soit les deux à la fois. L'essentiel, c'est de bien connaître son partenaire et de savoir
comment vous allez faire pour que tous les deux, vous puissiez être gagnants. Et ça passe forcément par la communication. Alors, voilà, docteur Fadonougo. Super, je me retrouve pleinement dedans. Je me retrouve pleinement dedans. Il faut connaître sa partenaire ou son partenaire, mais il faut se connaître aussi d'abord. C'est juste ce que je complète. Madame Assavedo, très rapidement. Alors, merci. Tout ce qu'elle a dit, c'est vraiment intéressant. Et il faut donner le meilleur de soi-même. Il faut être vrai. Il faut être véritablement honnête. Il faut qu'on puisse se comprendre l'un l'autre. Et par la fin, elle a dit, chacun doit pouvoir... ça dit que c'est déjà un risque de se mettre en couple. Et donc, du coup, c'est vrai, elle a raison. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que si on a vraiment aimé, si on a vraiment fait tout avec détachement et dans l'amour, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir frustré, ni c'est-à-dire rempli d'amertume. Même s'il devrait y avoir rupture, même s'il devait y avoir séparation, c'est-à-dire chacun quand même prend la chose du bon côté, et puis ça va, quoi. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion du budget au sein du couple? Alors là, quand on gère mal le budget, c'est qu'on n'a plus d'avenir possible. Hein. C'est qu'on n'a plus d'avenir possible parce que ça, ce que vous êtes en train de dire, la mauvaise gestion du budget, c'est que chacun fait les choses seul. Et quand vous faites les choses seuls, c'est clair que vous vous éloignez l'un de l'autre. Vous conduisez votre couple dans le décor, vous conduisez la famille, vos biens même dans le décor. Vous savez, quand en matière de finances, de l'argent, on dit que même les régimes qu'on choisit, surtout le régime de la communauté de biens, si on voit que l'autre, ou bien l'un ou l'autre des partenaires est en train de conduire, c'est-à-dire de faire un mauvais usage c'est-à-dire des fonds, des biens, et que ça devrait entraîner, c'est-à-dire créer... La chute ou le manque pour la famille? On a la possibilité de revenir et de changer le régime matrimonial auquel on a été soumis après 2 années. Donc, du coup, l'intérêt de la famille et l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire des enfants, prime sur toute autre chose. Donc, du coup, on n'a pas à dire qu'on n'a pas reçu cette éducation pour savoir gérer les biens, pour faire choses là, parce que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est très, très important. Et la famille, l'État, de ce fait, protège la famille. Du moment où vous êtes parti faire surtout le mariage civil, l'autorité, c'est-à-dire c'est comme si je suis née, j'ai été faire ma déclaration de naissance, maintenant je me marie, je viens maintenant dire encore, je suis là encore, c'est-à-dire au moment où il y aura des difficultés, l'État est là, souverain, garant des droits. Très rapidement, votre mot de fin. Mon mot de fin, je dirais tout simplement aux familles, aux couples, tout ce que vous faites seul vous éloigne l'un de l'autre. Il faut apprendre à s'aimer, apprendre à faire les choses comme il se doit. Ne pas, en tant qu'homme, se mettre dans la position que ma femme doit m'être soumise parce que la soumission, justement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut réclamer. Ça ne se réclame pas, mais cela s'impose. C'est une implication directe de notre comportement en tant qu'homme, en tant que garçon. Et du coup, la femme, naturellement, comme j'ai l'habitude de le dire, la soumission ne se quémande pas. Du tout pas. Elle s'impose à la femme à travers les bonnes habitudes que l'homme a vis-à-vis d'elle. Merci, Madame la femme n'est pas que amour, hein? La femme n'est pas que, c'est-à-dire l'aliment ou bien l'essence de la femme, ce n'est pas que l'amour, non. La femme, il y a plein de... Elle réclame aussi la soumission de son homme, par exemple. Elle réclame le respect de son homme. Elle réclame toutes ces choses-là que l'homme... Non, la femme aussi, c'est un être entier au même titre que la femme. La femme est un être entier au même titre que l'homme. Mais la femme est différente de l'homme, l'homme est différent de la femme. Tant que ce n'est pas assimilé, les couples ne fonctionneront pas. Ce n'est pas la même nature, ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas les mêmes besoins. L'intellectualisme et le modernisme nous amènent à nous fourvoyer, à faire de l'égalitarisme pour l'égalitarisme. Tout à l'heure, j'ai dit, la femme se nourrit de quelque chose que Dieu a placé en l'homme.
L'homme se nourrit de quelque chose que Dieu a placé Vous en la prônez donc femme. la Non, complémentarité. ce n'est pas moi qui prône. Dieu nous a créés pour être complémentaires. Seul l'homme est incomplet, seule la femme est incomplète. Si elle pense qu'elle a tout ce que l'homme a, elle n'a plus besoin de l'homme. Si l'homme pense qu'il a tout ce que la femme a, il n'a plus besoin de... Chacun d'eux est équilibré et seul peut fonctionner. Ça, c'est les principes basiques. C'est les éléments élémentaires qui nous ramènent sur terre, qui nous font tomber des nuages et des raisonnements à n'en point fini dans lesquels nous sommes depuis des années. Et les gens que nous suivons, regardez-les, suivez là où ils sont aujourd'hui, avec tout ce raisonnement, avec l'égalité, ils sont où? Donc, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je refuse d'être enfermé dans le passé, mais je refuse également l'idéation de ce qu'on me projette. Soyons réalistes. Les trucs qui sont immuables, qui ne changent pas, ce sont les principes. Revenons aux principes. D'accord? Donc moi, je suis très content. J'invite les couples à chercher à se connaître, à chercher à connaître les principes du mariage. C'est important. Ils sauront mieux gérer alors ensuite, par la budget suite. dans Exactement. le couple. Oui. Merci à vous. On n'a pas assez de temps. Je sais que Madame C'est Assavedo a envie de riposter, a envie de donner des arguments pour contredire sur ce plateau Monsieur Fanon-Nouveau, mais le temps ne nous le permet plus. Et chers amis téléspectateurs, voilà, nous sommes au terme de ce numéro de Tribune des femmes qui vous laisse sûrement sur votre faim. À vous de tirer le meilleur de ce numéro. Prenez du plaisir en notre compagnie. À très bientôt.